Alors bonjour à tout le monde, je me présente Vincent Lavoie, Alexis Lucie, nous sommes les deux co-organisateurs de cet atelier qui a pour titre Photographie et indices, voir, interpréter et convaincre. Donc l'atelier de ce matin comprend 5 présentations, celle de Joanne Villeneuve, Dania Wroblewski, d'Alexis Lucier, Jacinto Lagera, je vous présenterai plus en détail tout à l'heure, et de moi-même. On fera une pause après les 3 premières interventions, d'une durée d'une vingtaine de minutes chacune, suivie d'une période de questions, donc d'une dizaine de minutes. Alors, je voudrais tout d'abord vous présenter donc Jacinto Lagera, qui est le premier intervenant. Donc, Jacinto est professeur en esthétique à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a publié chez La Lettre Volée plusieurs ouvrages, dont D'après Gern van Elk en 2002, L'image du monde dans le corps du texte, 2 tomes en 2003, Daniel Valravins, de la peinture en général et de la couleur en particulier en 2007, L'esthétique traversée, toujours chez le même éditeur toujours, en 2007. T'es fidèle, hein? Oui, du mot à l'image et du son au mot, théorie manifeste document, une anthologie, 1897 à 2005, au mot et le reste en 2006, la déréalisation du monde, fiction et réalité en conflit, chez Jacqueline Chambon en 2010, et Cristallisation, Actes Sud, et son dernier ouvrage, qui vient tout juste de paraître, Regard oblique à la lettre volée. Donc je vais inviter Jacinto à prendre place pour donc nous présenter sa conférence intitulée, si le titre n'a pas changé, la preuve corporelle. Bonjour à tout le monde. Je voudrais remercier les organisateurs de Figura et puis Alexis Lucier et Vincent Lavoie particulièrement pour cette invitation. Donc je vais parler de... C'est la première intervention, ça ne va pas être très gai ce que je vais raconter. C'est un peu sur un sujet un peu difficile, donc ne m'en veuillez pas, mais c'est lié au sujet lui-même. Donc qui est autour de cette question de la preuve corporelle ou par le corps et à travers ses représentations et ses images. Je vais commencer par expliquer une petite chose un peu étrange qui concerne justement une preuve qui a été donc juridique par le corps, qui est en fait le vote par le Parlement anglais en 1679 de ce qu'on a appelé, qui s'appelle toujours d'ailleurs, l'Habeas Corpus Act. Donc, qui a pour objet principal de pouvoir amener concrètement le corps d'une personne devant le juge afin que ce dernier puisse statuer sur les droits et ou les sentences de celui ou de celle qui lui est présenté en chair et en os, d'où le terme habeas corpus, que tu es le corps, et plus précisément habeas corpus ad iubiciendum, qui signifie littéralement que tu es le corps pour le soumettre à la cour. Les meurtres, les crimes, les tueries, les assassinats de masse et en masse nous ont livré et continuent de livrer des millions de corps au regard comme preuve de faits commis, puisque pour donner un corps à regarder, il faut l'avoir, donc que tu es le corps. À l'opposé, les négationnistes comprennent l'absence concrète des corps comme la preuve que tel fait n'a pas eu lieu, que le crime ou le génocide n'a pas été perpétré. Ce qui conduit parfois à des énoncés totalement illogiques et irrationnels, comme cette formule du colonel Théoneste Bagosora, qui a été le cerveau supposé du génocide contre les Tutsis et qui, lors de son procès, a dit cette chose assez étrange, que ceux que j'ai tués viennent témoigner. Présence et absence des corps sont des preuves en miroir, preuves reflétantes qui se renversent à son tour, puisque l'absence des corps, des républicains de la guerre civile d'Espagne, des opposants aux dictatures militaires d'Argentine, du Chili ou du Brésil, ou des civils de la guerre en ex-Yougoslavie, sont la preuve qu'il y a bien mensonge, déni, occultation de ce qui s'est passé et que l'on veut effacer des mémoires et littéralement de la géopolitique, puisqu'ils sont physiquement introuvables, même si très souvent enfouis quelque part dans l'air du crime. Ils sont précisément désignés pour cette raison par le terme générique de disparu. Un individu ou quelques individus peut ou peuvent disparaître volontairement, des centaines, des milliers, voire des millions relèvent d'une intervention magique ou divine, et plus brutalement et banalement de l'intervention humaine. À la preuve corporelle en chair et en os, censément irréfutable par l'ADN des victimes, s'ajoute la preuve corporelle représentée,
l'image en direct ou en différé attestant toujours que cela se déroule, que cela s'est bien passé. Mais même cela n'est pas certain. Les images peuvent jouer de la surpreuve ou de la sous-preuve, c'est tellement criant de vérité que cela ne peut qu'être faux, ou c'est si invraisemblable que cela ne peut être vrai. Le même argument faisant amphibologie, les représentations ne seraient donc pas fiables par elles-mêmes et pour elles-mêmes, requérant ainsi une preuve corporelle concrète, le corps et en chair et en os de l'habeas corpus, pour renforcer l'image qui en est diffusée. Les preuves biologiques et médicales sont dorénavant le complément de toute preuve par l'image, quand cela est possible. En réalité, un très faible pourcentage, comparativement à l'impressionnante masse de cadavres que l'on découvre continuellement dans les charniers à travers le monde, ou que l'on exhibe dans les morgues improvisées. Lors de la conférence de paix pour la Syrie à Montreux, plus précisément le 22 janvier 2014, furent montrées publiquement certaines des 55 000 photographies représentant environ 11 000 personnes tuées en détention par le régime de Bachar al-Assad. La révélation de ces clichés est due à César, qui est un nom d'emprunt, un photographe légiste dont la profession fut mise au service de la recension des victimes qu'il photographiait à l'hôpital militaire, jusqu'à 50 corps par jour. Les horreurs vues sur les corps, preuves charnelles des supplices divers et variés, lacération, strangulation, électrocution, mutilation, conduisirent César à la défection et à révéler ainsi l'abattage à la chaîne, visible par l'identification des numéros que l'on attribuait aux détenus et qui se suivent. Les numéros se suivaient donc sur les images. Afin d'éviter toute erreur, falsification, manipulation, ainsi que toute entorse à une éventuelle procédure judiciaire, 3 anciens légistes et 3 procureurs furent chargés d'authentifier les clichés. Et dans le rapport final, ils écrivent, je cite, qu'il est très peu probable qu'il y ait eu falsification. Et le patron de la commission d'enquête a déclaré sur la BBC que, je cite, l'intérêt que possède le Qatar dans cette affaire et qui a financé l'expertise ne veut pas dire que les preuves sont fausses. Nous avons pris ce fait en compte et avons été très méticuleux dans notre façon de travailler. Fin de citation. Les fonctions que l'on a fait jouer ou que l'on fera jouer à ces photographies sont donc fondamentalement celles des preuves tangibles, authentiques, véridiques, autrement dit de le transfert de la mort du modèle dans la vie juridico-politique de l'image. On comprend bien que tout est mis en œuvre pour légitimer et authentifier ces photographies, mais on comprend aussi, par la négative, que le seul témoignage verbal de César aurait pu laisser planer des doutes. Avec les photographies authentiques et authentifiées, la preuve est quasi impossible à réfuter. On ne peut plus ne pas la voir. Cela doublement, puisque le témoignage ad oculos, donc par les yeux ou par l'opsis, comme on dit en grec, de César se prolonge dans le regard mécanique de son appareil, lequel est censé attester de l'impossibilité de la fabulation ou de l'exagération. Pour chaque corps concret dans l'image, il faudrait une analyse médicale approfondie, mais devant la difficulté matérielle, mais aussi religieuse, familiale ou politique d'obtenir cette démarche scientifique, les représentations diverses en images continuent de fonctionner comme les preuves les plus évidentes, car les plus rapides à obtenir. L'exhibition de la preuve ou en image du corps mort est aussi rapide que la mort elle-même, parfois à la surface par une totale ubiquité. Car l'image perdure, le mort n'est plus. Sans doute, selon quelques fétichismes persistants, perdure-t-il encore dans son image, et l'explication d'André Bazin résonne aujourd'hui de manière bien différente lorsqu'il l'affirme dans ce fameux petit texte sur l'ontologie de l'image photographique. Je cite quelques éléments au passage. La photographie bénéficie d'un transfert de réalité de la chose sur sa reproduction. L'image peut être floue, déformée, décolorée, sans valeur documentaire. Elle possède par sa genèse de l'ontologie du modèle. Elle est le modèle. Donc il y a l'idée que cette photographie perdure pour toujours, et donc il dit encore plus loin, car la photographie ne crée pas comme l'art de l'éternité, elle embaume le temps, elle le soustrait seulement à sa propre corruption. Pour la première fois, l'image des choses est aussi celle de leur durée, et comme la momie du changement. Fin de citation. Donc par-delà les codes culturels et la propension humaine à sauvegarder dans la vie l'image abstraite de la mort, ainsi que l'image de la personne morte, pour ainsi dire vivante et survivante, ce qui est visé est bien l'ontologie du modèle. Si l'on tient que le changement est momifié jusqu'à se figer définitivement, les images des faits historiques sont elles aussi la tentative de fixer l'historicité même, en soi, alors que par leur nature, ces images sont prises dans le flux permanent de l'interprétation. À supposer que la réalité de la chose passe dans sa reproduction, il faut alors évaluer les tenants et les aboutissants d'une réalité historique qui passerait dans ces reproductions, opération qui devrait conduire au délicat problème d'une ontologie de l'histoire et par conséquent d'une ontologie du modèle historique dans ces reproductions soumises, elles aussi, à l'historicité. La signification des faits des événements concrets de l'histoire, passant inéluctablement dans ces autres reproductions
que sont les documents et les archives, souvent sous forme d'images, il existe bien ici un transfert du modèle physique et sémantique à sa reproduction. Les preuves corporelles, littéralement prélevées en chair et en os par et dans l'image, rempliraient cette double fonction d'être un élément ontique autant qu'ontologique, le corps étant la preuve matérielle et matérialisée d'une ontologie qui peut en partie prendre sa source, bien qu'elle s'en détache très souvent sur le plan idéologique. Le corps exhibé de Che Guevara est ontiquement mort, ontologiquement il signifie tout autre chose, une continuelle survie, une permanence par-delà son évanouissement, et même une réactivation par images interposées. Une sorte de golem de l'histoire, comme nombre d'autres figures bonnes ou maléfiques, brandies pour conjurer, protéger, lutter ou remémorer. L'image ontologique du modèle perdure alors que le modèle est totalement aboli, les reproductions étant tenues pour la réalité qu'elles représentent, du moins pour une phase ou un moment de cette réalité que toujours elles sont supposées conserver. Si quelques réalités du corps mort passaient dans sa reproduction, il n'y aurait plus de guerre des images comme preuve de véracité. Pourquoi d'ailleurs continuer de faire confiance ou de croire aux images, si désormais les sciences biochimiques peuvent attester à la fois de manière très fiable de l'ontique et de l'ontologique, dans la mesure où l'on ne sépare pas le modèle et sa reproduction. La médecine légale contredit assurément le fait que les morts ne parlent pas, pouvant même les faire témoigner après leur trépas. Mais se défier continuellement des images serait relativiser, astiller le doute, minorer jusqu'à verser dans le révisionnisme ou le négationnisme. Le pragmatique des images ne réside donc pas seulement dans la spécificité de leur reproduction ou de leur production indicielle, elle se prolonge dans l'usage des reproductions. Encore faudrait-il auparavant définir ce que l'on entend par cette réalité qui n'est pas un donné, par ce qui se joue et se trouve présent dans le transfert de la réalité à sa reproduction, enfin par ce qui est perçu et compris dans la reproduction, toujours appréhendée à certains moments, comme étant précisément la reproduction d'une personne, qui n'est plus là. Qu'il s'agisse d'images de frappes chirurgicales, de camps de prisonniers en Corée du Nord ou de complexes nucléaires en Iran, parmi tant d'autres de milliards d'images captées en permanence sur la planète via satellite, la question n'est plus alors quod, en latin, quoi, mais quid, qui. Interrogation qui établit une différence fondamentale entre choses et personnes, cela précisément ontiquement et ontologiquement. Par souci de stigmatisation, de peur d'affoler ou de crainte de faire grandir le rang des candidats à la martyrologie, les images fictionnelles comme documentaires sont étales, lissées, aplaties, formellement et sématiquement, ce qui a pour résultat de placer sur le même plan les choses et les personnes. Dans l'image, on ne fait plus la différence entre une maison explosée par une roquette et des cadavres d'enfants, entre un tank éventré et des hommes eux aussi éventrés sur le bas-côté de la route, un hôpital criblé de balles et de tirs d'obus, et des femmes violées, mutilées, mourantes. Si quelque chose du modèle est passé dans sa représentation, alors le transfert proprement dit n'est pas que mécanique, technique, innocent et neutre, ce en quoi s'illusionnait Bazin, puisque dans l'image finale, tout sera devenu chose parmi les choses. L'image authentique et véridique ne contient pas sui generis l'impossibilité de sa spectularisation, l'esthétisation semblant même être à proportion des atrocités qu'elle exhibe. Autant l'image prouve que les corps humains des personnes ont été réduits à l'état de choses ou d'objets, autant elle peut créer une dépathie, précisément parce qu'elle est image. Cette image montre des actes atroces, elle n'est qu'une image. Ce qu'il a une autre forme de manipulation, psychologique cette fois, où le transfert du modèle dans l'image est nié par un complet renversement des valeurs attribuées aux deux instances. L'image en tant que telle, comme objet et chose, c'est aussi une image, est transférée au modèle, alors considéré comme chose et objet. Et même transférée une deuxième fois, puisque la première chosification était le fait des bourreaux, des tueurs, des criminels, qui, par un processus de réification, identifient la personne à d'autres entités non personnalisables considérées comme le modèle. La présence en chair et en os, que la personne soit morte ou vivante, est matériellement le support des valeurs morales, un fondement si physique que le corps est à la fois considéré comme destructible, une fois rabaissé au rang d'objet, et dénié comme fondement des valeurs morales. Si les destructeurs de corps et ceux qui refusent l'empathie avec autrui ne sont pas nécessairement les mêmes, bizarrement, leur point commun est la matérialité corporelle, soit comme destructible, soit comme dépathie. Parlant de ce moment pratique constitutif de la philosophie morale qu'une certaine philosophie a conservé sous forme de dépathie, donc le contraire de l'empathie, alors qu'elle était censée la combattre, Adorno en vient à considérer que cela, c'est dans un texte qui s'appelle Métaphysique, concepts et problèmes, où il y a une partie sur la métaphysique sur Auschwitz, sur le camp de concentration, et il dit ceci à propos de la distributivité du corps, il dit tout simplement, c'est tout simplement le moment d'aversion devant la douleur physique infligée à ce que Brecht a appelé un jour le corps torturable de tout homme.
Et il ajoute « Le véritable fondement de la morale est à chercher dans le sentiment corporel, dans l'identification avec la douleur insupportable, ce que l'on peut qualifier de morale, c'est-à-dire l'exigence d'une vie juste, survie dans les motifs ouvertement matérialistes. » Donc la morale matérialiste défendue par Adorno n'est évidemment pas celle qui réduit le corps destructible à la matière, à l'objet de rebut, comme on ne cesse pas de le voir encore et toujours aujourd'hui. Il s'agit précisément de la morale incorporée en autrui, donc matériellement véhiculée et présentifiée par lui, raison pour laquelle ne plus considérer cette matérialité d'un point de vue moral la transforme en objet, ou encore en de banales images. L'image devient ainsi l'image de l'objet qu'elle contribue par là même à produire. La notion de transfert du modèle à l'image est ainsi à double tranchant. Le simple constat que l'image n'est pas la personne et que la personne n'est pas son image est si lourdement chargé de conceptions théologiques, magiques, religieuses, métaphysiques, que l'on réagit à l'image comme si elle incarnait la personne, mais inversement, l'on peut réagir à la personne comme si elle incarnait la chose qu'elle peut devenir en tant qu'image. Ces transferts supposent ou impliquent que les personnes peuvent être substituées physiquement, et pas seulement symboliquement, par leurs images, ou par d'autres représentations et d'autres formes, et que l'on ne fait plus alors la différence entre quelque chose et quelqu'un, comme le critique le philosophe Robert Spemann. Que l'être soi, donc être soi-même, soit respecté, je le cite, signifie que l'individu qui existe ainsi ne peut être présenté de façon adéquate par aucune description possible. Autrement dit, sa dénomination ne peut pas être remplacée par une description. La personne est quelqu'un et non quelque chose, non la simple instantiation d'une essence qui serait elle-même indifférente à cette instantiation. Donc les images ne pourraient instancier en quelque sorte cette qualité qui ne revient qu'à un seul, qu'un individu unique, ce qui définit justement la personne. Donc les images sont cet ananogone, une sorte de fiction, mais elles ne sont pas l'incarnation ou la reproduction, la répétabilité de cette personne. Donc le transfert du modèle à son image se produit donc sur le seul plan de la connexion physique pour produire cette image de cette personne, et non la personne unique qui, elle, est et demeure une personne unique et même morte. Donc il y a bien ici une petite nuance à établir. Je vais, comme le temps passe en effet assez vite, je vais passer à un petit exemple qui est assez curieux. Ce sont donc des images d'un artiste que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Yan Peiming, l'artiste chinois qui vit en France, et qui a réalisé une série de peintures, donc à l'huile, à partir d'images de presse. Donc ici, par exemple, c'est Kadhafi mort. Là, c'est à partir d'une peinture du 13 de mai de Goya, bien sûr. Et il a surtout réalisé cette image dont je vais un petit peu parler, cette peinture, donc à partir de la fameuse photographie qui a été réalisée, donc, dont je parlais un petit peu. Donc, il a réalisé donc une série de peintures d'histoire qui joue à la fois sur les plans de la représentation d'autres peintures, donc le fameux 13 mai de Goya, qui est repris dans une œuvre qui s'appelle Exécution après Goya, c'est le titre, en 2008, ou de la représentation de photographies de presse comme Kadhafi mort, ou encore celle-ci, donc qui s'appelle Quartier chinois de Saigon de 2004. Et ici, donc, c'est bien la référence à un autre rapport matériel, à une autre forme de représentation qui renvoie à son tour ou non à un référent existant et non à un référent imaginé qui situe ces peintures dans une relation très différente avec les faits et les événements historiques. Que Goya ait assisté à diverses exactions de la part des troupes françaises, donc en Espagne, quand ça a eu lieu, mais donc il n'a pas assisté à cette fameuse nuit du 2 au 3 mai 1908 pour faire la peinture, complique les données de la référence, puisque Peiming se réfère à l'expérience testimoniale par les yeux de Goya, mêlant déjà lui-même, Goya, réalité imaginaire dans sa célèbre toile. Les peintures de Ming, inspirées de photographies de presse, sembleraient donc plus vraies en ce qu'elles se référaient au transfert de la réalité du modèle dans l'image photographique, reprise dans la peinture d'après, si l'on peut dire, ce modèle, mais en fait, il n'en est rien plastiquement et artistiquement. Ce sont des peintures qui relèvent comme telles d'une même formativité plastique et artistique. En revanche, ce à quoi elles réfèrent n'ont pas le même statut dans leur lien avec la représentation qui en est donnée selon que le modèle est une peinture, par exemple Goya, ou une photographie de presse, comme c'est le cas ici. Donc cette peinture, quartier chinois de Saigon, qui fait 130 par 200 cm, donc c'est à taille humaine quasiment, l'échelle humaine, inspirée de la célébrissime photographie d'Eddie Williams, prise le 1er février, Eddie Adams, pardon, prise le 1er février 68, qui lui a valu le prix Pulitzer, lorsque le colonel Nguyen Loc Loan, chef de la police de Saigon, abat de sang-froid un Viet Cong, Nguyen Van Lem, d'une balle en pleine tête, et possède cette très étrange particularité d'être plus forte que la photographie, cette dernière étant elle-même plus forte que le film qui a été réalisé par un caméraman
présent sur les lieux qui s'appelait Vossou. Donc il existe un petit film aussi de cette exécution, la photographie, donc cette peinture de Ming. Alors plus forte, qu'est-ce que cela veut dire? Puisque ce mystérieux pouvoir transformateur de l'art ne saurait expliquer à lui seul ce saisissement corporel qui nous happe face à la peinture, bien que ce soit aussi la transformation de l'image en une autre texture, matière, forme et réalisation, qui renforce la charge émotive et intellectuelle de la représentation. Les chaînes humaines du tableau théâtralisent bien plus l'exécution, en nous faisant comme entrer dans son espace, nous situant à l'endroit même où se tenait le photographe, et nous impliquant dans l'exécution, nous intégrant à cet acte violent comme témoin et non comme simple spectateur. Si proche du geste et du lieu du crime, nous n'assistons pas à la scène, nous assistons au tireur. Yan Pei-ming, qui exécute parfois ses toiles très rapidement, une trentaine de minutes, il peut faire ça en 30 minutes, ce genre de toile, à l'huile. Donc, voici, donc, quand on parle de cette idée d'exécution, voici un lien direct, voit lui un lien direct, avec son acte de peintre, parce qu'il affirme lui-même, je cite une phrase qu'il a dans un entretien, lorsque je peins, c'est comme une exécution, au sens donc de tuer quelqu'un. Donc, ce qui peut sembler une formule un peu prétentieuse est pourtant décelable dans le quartier chinois de Saïgon, cette peinture, par les traces des coups de pinceau qui accentuent dans la représentation la vitesse de l'exécution du représenté. La vitesse de la prise de forme de la peinture représente métaphoriquement, mais aussi jusqu'à certains points matériellement, la rapidité de l'exécution de Nguyen Van Lem, abattue en quelques secondes avec une insouciance et un détachement sidérant, ainsi que le montre le film. En 2 secondes, un homme vivant passe à l'état de cadavre comme si de rien n'était. La peinture de Yan Pei-ming rend compte de la brutalité de ce fait, à la fois hautement condensé temporellement et comme pris au ralenti. Simultanéité de la dilatation du temps et de sa concentration non perceptible dans la photographie ni dans le film. Cela parce que la peinture fige l'image photographique en accentuant son aspect journalistique. On a l'impression de voir une image froissée, délavée ou abîmée dans la peinture. Et à travers la gestuelle du peintre, accélère le déjà-vu, l'inévitable, le futur du passé représenté par le corps de cet homme, saisi à l'instant précis où il n'est pas tout à fait vivant et n'est pas encore mort. On a ici un cas hétérologique assez ambivalent, puisque les peintures prennent comme point de départ les photographies, et qui donc sont des inventions en tant que représentation, et des documents en tant que représentés, pourtant réunis dans la même image. Dire qu'elles sont simplement la représentation de la photographie, sa mimésis, pour ainsi dire, se repitérer la référentialité qui va de l'invention picturale à l'image photographique, restituant le fait. L'intention évidente de Yan Pei-ming étant bien de représenter le fait à travers la représentation de la photographie, non d'imaginer une image tout autre et si transformée qu'elle escamoterait cette procédure référentielle et ainsi le référent, lequel n'est pas seulement la photographie, mais essentiellement le représenté de cette dernière. L'hétérologie créant un montage dialectique entre représentation et représenté, entre imaginaire et véridicité, entre forgerie et référence, il y a ici donc la possibilité de faire fonctionner des vérités à l'intérieur de la fiction. Pour que la preuve soit tenue ici pour telle, pour que soit plausible et acceptable cette représentation picturale en tant que témoignage digne de foi, le processus de référence comme le dispositif d'attestation doivent être les garants d'une image qui n'a eu aucune autre connexion avec le référent et n'a donc pu opérer ce transfert du modèle dans la présentation. Je parle ici de la peinture, puisque tout le processus de référentialité en tant que preuve relève bien du contact effectif entre le représenté et sa représentation, et ce genre de preuve par connexion physique, comme le dit Peirce à propos de l'index photographique, risque toutefois de se transformer en fétichisme indiciel, rejetant ainsi toutes les œuvres picturales réalisées d'après témoignage direct, au rang d'images dévaluées, inexactes et matériellement non pertinentes. Le fameux Yolovi, c'est une formule que Goya écrit sous une gravure justement des exactions militaires, je l'ai vu. Donc ce fameux Yolovi serait donc moins véridique que le Believe It de Lee Miller. Et donc cette querelle des preuves revient une fois de plus à considérer les cadres sémiotiques et pragmatiques au travers desquels elles sont établies, notamment les dimensions langagières. Mais les témoignages verbal, écrit ou oral, risquent à son tour de se situer hiérarchiquement au-dessus du témoignage iconique, comme si le langage était bien plus fiable et authentique qu'une représentation non indicielle. Le quadriologique de l'administration de la preuve reconduirait ainsi l'ancien dualisme du sensible et intelligible, de la matière et du concept, autrement dit, le sempiternel dualisme du corps et de l'esprit. La thèse d'existence possède assurément une performativité plus forte à travers le médium filmique ou photographique, dans la mesure où il entre en contact direct et tangible avec l'entité représentée, alors que la preuve par l'image inventée n'a pour seul garant qu'un être humain dont on peut cependant considérer qu'il est bien plus proche indexicalement du représenté. Rien ne ressemble plus à une personne en chair et en os
qu'une autre personne en chair et en os. Je vais bientôt terminer. Donc il y a une sorte de bizarrerie du voyeurisme humain, puisque jamais on n'a autant vu de corps réels morts dans des images cinématographiques, télévisuelles ou photographiques, faites par téléphone mobile ou tablette, et simultanément, jamais on a autant vu de séries policières thanatophiles, à la télévision par exemple, où des médecins légistes passent leur temps à expertiser des cadavres. Nous sommes ainsi confrontés à la surpreuve fictionnelle. Ces fictions existent par suite d'une réalité qui est précisément cette matière abominable d'où elles sont tirées. Matière, voire substance, est bien le mot, puisque nous ne sommes pas seulement présents d'une objectification fictionnelle du corps médical, ou biologique, ou chimique, ou moléculaire. Nous assistons avant tout à un contrôle de la chair pour que, au sens propre et figuré, elle ne puisse déborder. Ce nouveau regard médical, pour reprendre les termes de Michel Foucault, à quelques exceptions près, surmédicalise ou surscientise, surobjective des meurtres atroces, sans pratiquement jamais se poser la question du pourquoi, alors que l'on est méticuleusement obsessionnel sur le comment. Ce genre de série légitime une société de répression sous l'égide du surveiller et punir, et non une société d'éducation, de prévention et d'émancipation. Il n'est alors pas étonnant de voir fleurir, et la réaction n'est sans doute pas si indirecte, des théories du care, les premiers usagers étant d'ailleurs les spectateurs qui veulent que l'on prenne soin d'eux et qu'on les protège au travers de fictions où tout est scénographié pour que l'on ne voit pas la réalité de ce qui se passe effectivement. La médecine légale devient l'art suprême en ce qu'elle exprime ou explique, preuves à l'appui, les causes, les processus et les résultats de cet inconnaissable qu'est la mort. Si l'on vous tue, pas d'inquiétude, les experts feront toute la lumière sur ce qui est arrivé à votre cadavre. Donc, je vous avais prévenu, c'est pas très amusant, mais voilà, c'est une réalité aussi de cette preuve corporelle.